Notre prochain invité, c'est Philippe Bussière. On va parler de transformation de client. Alors, comment bien instaurer une transformation puis une proposition de valeur chez notre client, bien connaître notre persona, notre client idéal. Alors, j'ai l'honneur d'introduire Philippe Bussière. Salut Phil, Salut, ça va bien vous deux? ça va super bien. Alors, Très bien. sans plus tarder, pourrais-tu nous définir la transformation qu'on peut offrir à notre client? Oui, mais en fait, souvent, l'exercice de travailler sur notre client idéal, la plupart des entrepreneurs vont passer par-dessus ça ou vont le faire en vitesse accélérée, puis ça ne les intéresse pas trop de faire cet exercice-là. Fait que plutôt que de passer par le long chemin pour définir notre client idéal, j'ai quelques questions à vous proposer qui vont permettre aux entrepreneurs, en fait, de mieux comprendre leur client idéal, mais aussi d'avoir les contenus nécessaires pour faire une page de vente, pour faire une page sur leur site web, même faire tout le site web en se posant ces questions-là. Ça va vous permettre d'écrire des bons emails pour entretenir la relation avec vos prospects puis avec vos clients. Fait que pour l'exercice aujourd'hui, ce que j'ai pensé, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai pensé à une massothérapeute qui s'est rendue compte qu'elle avait une nouvelle clientèle. Ben, en fait, elle avait une opportunité pour développer un produit premium, si on peut dire, pour une clientèle d'affaires. Donc, pour des hommes ou des femmes d'affaires qui travaillent fort puis qui ont de la misère à trouver le sommeil. Elle s'est rendue compte que c'est des gens qui venaient à sa clinique, mais qu'en fait, ce n'est pas pendant le jour qu'ils avaient besoin de se faire masser, c'est avant d'aller se coucher pour avoir un sommeil réparateur. Okay? C'est un exemple tout à fait fictif. Donc, la première chose que cette personne-là devrait se poser, c'est tout d'abord de comprendre c'est quoi le problème du client. Okay? Tout le marketing web fonctionne autour de des recherches que les gens font pour régler des problèmes, trouver des solutions à leurs problèmes, guérir des bobos, etc. Donc, la base des recherches qu'on voit dans Google puis tous les moteurs de recherche sont des questions pour répondre à des problèmes. Donc là, on a affaire à un client et son problème, c'est qu'il n'est pas en mesure de, par exemple, dormir plus de 5 heures. Il n'est pas en mesure d'arrêter le hamster qui tourne dans sa tête. Vous connaissez ça, Serge et Anthony, tu te couches, puis là, tu te mets tout d'un coup à avoir toutes sortes d'idées pour développer ta business, puis ça t'empêche de dormir. Puis, tu n'es pas en mesure de te sentir reposé quand tu te présentes au travail. Donc, il faut vraiment être capable de définir le problème du client dans un premier temps. Peu importe le produit ou le service qu'on vend, le client, il y a un problème, puis nous, on y apporte une solution. Si on ne connaît pas le problème, la solution ne matchera pas. Donc, il faut vraiment bien comprendre le problème. Après ça, la partie que je trouve le plus fun, c'est quel est son ennemi. Puis là, remarquez bien, je n'ai pas dit qui est son ennemi. Le but, ce n'est pas de pointer des doigts puis dire c'est lui ou c'est elle mon ennemi, c'est de trouver le bobo en tant que tel. Donc, qu'est-ce que notre client déteste? Dans ce cas-là, c'est un client qui déteste les nuits de 3 heures ou les nuits blanches, ou il déteste avoir à aller se coucher après minuit parce qu'il y a trop de travail. Ou un autre problème, un autre ennemi qu'il pourrait avoir, c'est des fins de semaine qui passent juste à dormir, à être absent avec sa famille. Il fait juste dormir pour récupérer, pour être capable de faire une autre semaine après. Donc, il faut vraiment identifier son ennemi. Je me permets, Anthony, en préparation de l'atelier, on avait dit, je t'avais parlé d'une vieille pub de Scop, un rince-bouche. Il y avait une madame qui se levait le matin, puis bon, c'était à la télé, mais tu voyais qu'elle filait croche un peu, puis qu'elle avait probablement une très mauvaise haleine. Puis le punch, en fait, l'ennemi de la madame dans cette pub-là, c'était les microbes du matin du lendemain de la veille. OK? Ces microbes-là n'existent pas, OK? Mais il avait nommé un ennemi, puis il y avait une solution à ça, c'était Scop, le rince-bouche. Donc, c'est important d'être capable de saisir l'ennemi de notre client idéal. Ça va jusque-là? Oui. Good. Ensuite, il faut identifier le problème externe de notre client idéal. Donc, qu'est-ce qu'il doit absolument faire pour atteindre le succès? Donc, il doit retrouver un sommeil réparateur, toujours dans le cas de la massothérapeute. Donc, il doit retrouver un sommeil réparateur.
il doit faire disparaître les cernes qui sont en dessous des yeux. Hein, on entend beaucoup parler. J'ai des filles chez nous là, de 15 et 16 ans qui s'achètent du cache-cerne. Je ne peux même pas imaginer le chiffre d'affaires quand tu as un bon cache-cerne pour des gens. Donc, faire disparaître nos cernes, mais aussi un des problèmes où ce que la personne doit absolument accomplir, notre client idéal dans ce cas-ci, il doit avoir une meilleure énergie. Il doit se présenter au travail devant son équipe. Il ne doit pas arriver avec la gueule de bois, puis le gars qui n'a pas assez dormi ou la femme qui n'a pas assez dormi, puis qui garoche des bêtises à gauche puis à droite. Donc, il faut retrouver une meilleure énergie. Ensuite, on se dirige vers le problème interne. Okay? Donc, son ennemi, là, à notre client idéal, comment il le fait sentir. Donc, dans le cas de notre clientèle d'affaires ici, notre ennemi nous fait sentir comme un workaholic, puis pas dans un sens positif du terme, vraiment dans un sens malade, dépendant du travail. Il se sent comme un bourreau de travail, puis encore là, dans un sens très, très péjoratif. Il se sent comme une personne qui n'a pas de vie parce que son entourage le perçoit comme quelqu'un qui passe tout son temps juste à travailler, qui n'est pas capable de dormir. Puis aussi, un problème interne que ce genre de clientèle-là pourrait avoir, c'est d'être un parent absent au final parce que tu travailles tout le temps, tu ne dors pas beaucoup. La fin de semaine, tu passes ton temps à dormir parce que tu ne dors pas la semaine. Donc, tu te retrouves finalement à être un parent absent, ce qui fait partie de ton problème interne. Fait, ensuite de ça, ça nous amène au problème philosophique. Donc, ça, c'est ce qui est plus grand que notre client idéal. Donc, qu'est-ce qu'il ne devrait pas avoir à faire? Donc, dans le cas de notre clientèle d'affaires ici, bien, il ne devrait pas avoir, par exemple, à se médicamenter pour avoir à dormir. Le sommeil, c'est quelque chose de naturel qu'on devrait être capable d'atteindre tout à fait naturellement. Donc, son problème philosophique ne devrait pas avoir à se médicamenter, par exemple. Il ne devrait pas avoir à se tourner vers la consommation. Hein? L'alcool, la SQCD, ce n'est pas une solution pour nous aider à avoir un meilleur sommeil. Puis, finalement, au final, qu'est-ce qui est vraiment plus grand que cette personne-là? C'est que tous les humains ont le droit d'avoir un sommeil réparateur. C'est plus grand que notre client idéal, puis il a le droit de rêver. Bien, c'est drôle à dire, il a le droit de rêver, il a le droit de rêver éveillé qui va obtenir un sommeil réparateur en ayant des bons services. Donc, là, on a réussi à identifier le problème du client, son ennemi, le problème externe, le problème interne, puis le problème philosophique. Puis, après ça, c'est le bout le plus facile. C'est quoi la transformation qu'on va offrir à notre client? Mais on regarde tout ce qu'on vient de noter en répondant à ces questions-là, puis on le tourne au positif. Donc là, on a un homme ou une femme d'affaires qui est workaholic, qui a le teint gris, qui consomme pour dormir et qui dégage une énergie négative. Puis de l'autre côté, bien, on se retrouve avec quelqu'un qui a le don d'être capable de récupérer, de trouver le sommeil, qui est capable de devenir productif, de garder un focus, qui rayonne puis qui va être présent. Donc, on est capable, en se posant ces 5 questions-là, d'établir une transformation simple. On doit pousser cet exercice-là beaucoup plus loin après pour être capable de bien maîtriser puis utiliser les mêmes mots que notre client idéal. Mais vraiment, ça nous permet, à partir de cette recherche-là très simple, d'arriver à avoir des contenus très simples qu'on peut travailler pour notre site web, pour nos emails, nos pages de vente, les landing pages, du Google Ads, etc. On a fait l'exercice ensemble, puis tu as parlé, on peut pousser très loin la réflexion après, mais on peut la pousser aussi en amont, savoir c'est à qui qu'on s'adresse, c'est à qui notre produit est le meilleur. Alors, il y a un après, mais il y a un amont aussi qu'on a fait ensemble comme exercice avec Alias, puis c'est fou comment que par la suite, j'ai eu la vision, c'est lui mon persona, c'est lui mon client idéal, puis c'est ça la transformation que je dois faire avec lui. Ah oui, là, tu peux plonger dans les valeurs très personnelles de la personne, à savoir où cette personne-là s'informe, c'est quoi ses gourous, c'est quoi ses lectures qu'elle doit absolument faire, ses objections à l'achat. Là, c'est vraiment le plongeon qu'on prend pour vraiment maîtriser totalement notre client idéal. Philippe, 2 questions pour toi. Est-ce qu'on peut avoir plus qu'un client ou un profil de client idéal? Parce que là,
on dit un persona, un client, mon client idéal, mais je pourrais m'adresser à 5, 6 personas de clients, si c'est possible. Et si oui, comment je gère ça d'une famille de personas? C'est une super bonne question. Merci, Serge. En fait, tout dépend de la situation de la personne qui me pose cette question-là. Parce que si c'est quelqu'un qui lance un premier service, qui se lance en affaires, prenons Mélanie là, qui parlait juste avant moi, elle serait venue me voir il y a 3 ans pour déterminer son client idéal. J'aurais dit, on va commencer par un, puis plus ta business va avancer, plus tu vas être capable de mieux saisir ce client idéal-là, ce persona-là, puis il y en a d'autres qui vont se développer. Puis peut-être que ton premier persona, tu vas être à côté de la traque, puis c'est d'autres choses qui vont se développer. Mais après ça, quand tu as un service un peu plus large ou qui a plus de maturité, oui, tu vas avoir plus qu'un persona. Et puis là, selon les pages, par exemple, sur ton site web, si, mettons, tu as 3 services différents que tu vends, tu vas parler avec des mots, puis des termes, puis des transformations différentes. Donc, si on prend la massothérapeute ici, ben, elle va avoir un service, je l'avais appelé le service massage insomnie, mais si elle a aussi sa clinique de massage pour femmes enceintes, on va avoir complètement 2 personas différents avec des discours différents, mais avec la même personne qui offre un super service. Pour les gens qui sont un peu de ma génération, là, les personas, c'est le mot moderne pour la segmentation de clients. Il y a 25 ans en marketing, on disait que c'était très important de segmenter ses clients, donc mettre l'ensemble de sa clientèle dans des segments, donc des groupes qui étaient homogènes, qui avaient des caractéristiques communes. Aujourd'hui, on parle de persona, c'est exactement la même chose, mais la beauté du persona, c'est qu'on tente d'y mettre une personnalité au persona, c'est-à-dire de l'identifier à un humain qu'on connaît ou auquel on peut se référer. Puis là, on peut y mettre une casquette, un chandail. Puis là, on sait bien que la casquette et le chandail sur un persona de 25 ans, ça me donne une idée de la personnalité de mon client, alors que la même casquette et le même T-shirt sur un monsieur de 88 ans, ça ne donne pas le même persona, ça ne donne pas la même impression. Donc, on fait tout de suite référence à cette personnalité-là. Et ce que j'entends, et je retiens, Philippe, de ton message, c'est que bien connaître les personas, ça nous permet de bien communiquer avec ces clients-là de notre offre et s'assurer que notre offre de service ou de produit est connectée avec la réalité et le besoin de ces clients-là, ce qui est souvent, et on échappe. Hein, on fait un produit, puis on se dit, all right, on va faire des annonces, puis là, on vise la planète au complet, alors qu'au fond, plus on peut cibler qu'on vise, meilleures sont nos chances de frapper la cible. Oui, puis même pour pousser plus loin, il y a beaucoup d'entreprises, puis ça n'a pas besoin d'être des grosses entreprises, mais ils vont vraiment mettre une photo sur le persona, ils vont mettre un nom, puis il va avoir une vie familiale. Ça va vraiment devenir un personnage réel. Puis après ça, quand tu arrives avec une page blanche, puis que tu as envie d'écrire un email à ton persona, je veux dire, tu peux regarder le tableau à côté, tu te dis, là, il faut que j'écrive à Jerry. Il est père de 3 enfants, il y a telle situation, il y a tel salaire, il se renseigne à telle place, il y a telle valeur dans la vie, etc. Puis ça te permet vraiment d'humaniser ton contenu, comme tu le soulignais, Serge. Phil, j'ai une question pour toi qui provient du chat. Est-ce que trop segmenté peut nous faire passer à côté d'une clientèle qui nous est inconnue? Je dirais non. En fait, c'est que plus ton discours va prendre une forme humaine puis va être ciblé sur un personnage, les gens ont souvent tendance à dire « Ah, si je parle trop à cette personne-là, je vais manquer toutes les autres à côté. » Mais il n'y a rien de plus faux, c'est qu'en fait, plus ton message va être ciblé, plus les gens vont être capables de dire « Hey, ça correspond à moi. Oui, ça correspond à moi. Oui, ça correspond à moi. » Puis c'est pas parce que la personne n'est pas 100% bullseye, notre target, notre persona, qu'elle va dire non. Peut-être qu'elle va cocher juste 3 cases, puis elle va dire ça m'intéresse pareil. Je vous donne un exemple. J'ai une cliente proche de chez vous, Anthony, à Sherbrooke. Elle fait à l'aide des femmes à mieux se nourrir, puis à avoir une vie plus active. Puis elle a plein d'hommes sur sa liste d'envoi, mais tous les contenus qu'elle fait sont rédigés au elle, tout est au féminin, puis pourtant, il y a quand même des hommes qui sont intéressés par ça. C'est vraiment intéressant. Puis on va aller avec la dernière question avant de passer à la prochaine invitée. Notre persona est donc 1 ou 2 ou 3 personnes avec des problèmes communs davantage que des personnes qui se ressemblent. Alors, est-ce qu'on parle plus de problématiques communes ou ça peut être des personas dans différents, même
peut-être avec pas des problèmes communs. On a donné l'exemple tout à l'heure avec la massothérapeute. Là. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il faut qu'il y ait tous des problèmes communs ou ça peut être 2-3 personnes différentes avec des problèmes différents? Ben, si c'est toujours pour le même service ou le même produit, je ne commencerai pas à me spreader sur 3 personas différents. J'essaierai d'y aller vers ce qui correspond au tronc commun, si on veut. Donc, d'y aller peut-être un petit peu plus large, si c'est pour le même produit, pour le même service. Si on parle de 3 sortes de pâtes ou de sauces, puis que chaque produit s'adresse à des personnes différentes, bien là, tu peux adapter. En tout cas, ben écoute, un gros merci, Philippe. C'était super intéressant. Ce que je retiens, moi, dans ton message d'aujourd'hui, c'est si je veux savoir où j'en suis avec mes affaires, faire un bilan de ma situation actuelle, l'une des étapes importantes à faire, c'est de faire cette photographie précise de ma clientèle, puis plutôt que de la regarder juste en termes de chiffres, mais de tenter plutôt de la regarder en termes d'être humain. Donc, si vous faites du B2B, vous vendez à des entreprises, ben, ça peut être une entreprise idéale ou l'entreprise cible que vous avez, qu'est-ce qu'elle a comme personnalité. Tentez de lui donner une figure humaine même pour être capable d'adapter votre langage à cette personne-là, à cette personnalité-là, ce persona qu'on utilise comme mot maintenant en marketing. Je trouve que c'est super intéressant, puis ça permet à nos entrepreneurs d'avoir du concret, à se dire, bon, ben écoute, j'aimerais ça peut-être accélérer une transformation dans mon entreprise. Je vais commencer par identifier quels sont mes clients qui génèrent, disons, 80% de mes opérations, qui touchent 80% de ma business. Donc, pas toutes les personas potentiels inimaginables, ceux qui génèrent 80% de ma business, est-ce que je les connais bien? De quoi ils ont de l'air? C'est quoi leurs besoins? Est-ce que leurs besoins sont en mouvance, en transformation? Et plus je connais ces personas-là, plus je connais les caractéristiques de mes clients qui génèrent 80% de ma business, plus je suis capable d'en trouver d'autres facilement. Parce que si ces 80-là même, ben, ça va être facile de les utiliser comme témoins de la qualité de mes services ou de leur appréciation des produits. Et donc, de me rapprocher d'eux autres et ultimement d'attirer d'autres gens comme eux dans le giron de mon organisation. Alors, très intéressant. Moi, je retiens des bonnes pratiques qui me sont revenues en t'écoutant cet après-midi. Alors, un grand merci, Philippe, d'avoir été parmi nous. Merci à vous.